de physiopathologie toujours. Et c'est un cours qui a une relation vraiment avec le cours qu'on a fait en présentiel en matière de physiopathologie de l'insuffisance cardiaque aiguë. Alors, donc, notre plan de cours, c'est quoi? On va commencer avec une introduction, ensuite physiologie surtout, parce que si on comprend la physiologie, on va facilement comprendre la physiopathologie de l'état de choc hypovolémique et même la physiopathologie de l'état de choc cardiogénique. Et ensuite, on va essayer de voir quels sont les signes cliniques spécifiques de chaque état de choc, quel que soit l'hypovolémique et la cardiogénique. Voilà. Alors, donc l'état de choc, si je diagnostique en tant que futur médecin, si vous diagnostiquez l'état de choc et vous n'agissez pas de façon optimale, ça veut dire la thérapie n'est pas assez agressive, elle n'est pas assez adéquate, on risque d'avoir de la surmortalité. Et donc, il faut considérer, s'il vous plaît, les micros là. Alors, il faut considérer que l'état de choc, c'est une vraie urgence thérapeutique et diagnostique. Je dois la diagnostiquer rapidement et dois la traiter de façon rapide et efficace pour que j'arrive à éviter la surmortalité. Et donc, l'identification rapide des mécanismes en cause, et on a beaucoup de mécanismes, et de l'étiologie, ça c'est important. On a vu déjà qu'il y a 4 types d'états de choc, le génique, le choc anaphylactique, et on arrive à connaître la cause et l'étiologie. La thérapie, elle est différente d'un état de choc à un autre. C'est vrai qu'il y a des moyens qui sont similaires, mais on a des moyens qui ne sont pas similaires. Donc, je dois connaître l'étiologie de mon état de choc pour que j'arrive à la traiter de façon correcte. Ensuite, on a la sévérité. La sévérité, ça c'est important pour voir est-ce que le tableau est assez sévère. Et donc, on a beaucoup de moyens objectifs qui permettent de dire qu'il s'agit d'un état de choc avancé ou c'est un début d'état de choc où la prise en charge elle est un petit peu différente. Par exemple, on prend un exemple, la lactatémie. Si on diagnostique un état de choc, par exemple septique ou hypovolémique, vu que l'anaérobie, ça a duré dans le temps beaucoup, on aura le taux de lactate qui va être gramme. Donc, en matière de sévérité, si je reçois un malade pour même état de choc, ça veut dire le premier état de choc hypovolémique avec une hyperlactatémie à 10, l'autre hyperlactatémie à 3, ça, en matière de sévérité, ce n'est pas la même chose. Donc, ça donne même une idée sur le pronostic de notre patient. Donc, l'état de choc est défini par quoi? Par une défaillance de système cardio-circulatoire. Donc, on a parlé des 4 mécanismes cardinaux. Donc, on a l'hypovolémie, la défaillance myocardique, l'obstruction au niveau des lits vasculaires, ça veut dire tout ce qui est, par exemple, état de choc sur embolie pulmonaire, et les anomalies distributives. Les états de choc distributifs, c'est quoi? Il y en a 2 dans cette étiologie. Lorsqu'on dit distributif, c'est l'inverse par rapport à l'hypovolémie. Ça veut dire la volémie, elle est normale, et subitement, on aura un problème de distribution. Ça veut dire la volémie, elle sera mal distribuée par rapport aux organes. Et donc, l'exemple important pour cette anomalie distributive, c'est l'état de choc anaphylactique. Quelqu'un qui fait un état de choc anaphylactique a une volémie normale et subitement, et suite à l'introduction de l'allergène, on aura une libération des dents. Donc, la volémie, elle est normale, mais tellement il y a la vasodilatation, on aura une tension artérielle basse et une mauvaise perfusion des organes. C'est pour ça qu'on appelle ça les anomalies distributives. Il y a le choc septique aussi, où on a les 2 phénomènes,
à la fois, on a la vasodilatation, donc on a un problème de vasodilatation en rapport avec le phénomène inflammatoire, associé avec une hypovolémie. Donc l'état de choc septique, on le considère comme le choc le plus mortel déjà, le plus difficile parfois à diagnostiquer et surtout le plus difficile à gérer en matière de thérapie. Ces différents mécanismes peuvent par ailleurs être intrigués et associés entre eux, comme on a dit pour l'exemple de l'état de choc, septique. Donc, quel que soit le métabolisme qu'on a, donc on a à la fin une diminution de la libération tissulaire en oxygène, et ça aboutit dans tous les états de choc à une inadéquation entre les apports d'oxygène vers les tissus et la cellule et entre les besoins en oxygène. À partir de cette phrase-là, on comprend une chose, c'est que le médecin, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit optimiser, augmenter d'abord les apports avec tous les moyens. On va voir le remplissage vasculaire, les drogues vasoactives, par exemple la dopamine ou la noradrénaline. Ça va donner un effet le contraire de la vasodilatation, ça veut dire une vasoconstriction, et comme ça, on aura une meilleure perfusion. Et donc, comme ça, on est en train d'agir sur tout ce qui est apport. Ensuite, on peut même donner de l'oxygène. Le fait que je vais apporter de l'oxygène, ça va améliorer la pression artérielle en oxygène, et comme ça, le débit qui arrive au niveau de la cellule, il va être mieux oxygéné, et potentiellement, la cellule, elle sera mieux oxygénée. En matière aussi de besoin aussi, c'est-à-dire le besoin, on peut agir, qu'est-ce qu'on fait? La première des choses à faire, c'est qu'un malade qui est en état de choc, on doit l'hospitaliser et on doit le mettre sur un lit, et comme ça, il sera sondé, etc. Ça, c'est pour mettre tous les muscles au repos, etc. Et parfois, on passe même à une sédation, ça veut dire un état de choc avancé. Le médecin, les réanimateurs, qu'est-ce qu'il fait parfois? Il va même endormir le patient. C'est pour qu'on baisse tout ce qui est besoin, n'est pas nécessaire pour le moment, dans le but d'optimiser. Le but principal, c'est quoi? C'est que la cellule, surtout les cellules des organes, va être mieux oxygénée. Alors, donc, alors, en matière de transport artériel, pardon, j'ai une petite fenêtre et je vais la fermer, elle me gêne. Voilà. Physiologie, comprendre beaucoup de choses. Le transport artériel en oxygène se définit comme le produit de quoi? De contenu artériel en oxygène, ça c'est important, d'accord, et de débit cardiaque. Donc, en matière de transport, on a dit que l'état de choc, c'est une insuffisance circulatoire. Ça veut dire qu'il y a un problème de transport. Donc, la première des choses qu'on peut agir, c'est pour cela, dans l'exemple de la physiopathe, on apporte de l'oxygène dans le but d'augmenter le contenu artériel en oxygène, ça va donc améliorer. Ce qui est extrêmement important, c'est quoi? C'est le DC, ça veut dire le débit cardiaque. Le débit cardiaque, c'est lui qui va perfuser les organes. Et comme ça, à chaque fois, ce débit cardiaque il va être bas, à chaque fois que le transport d'oxygène il va être bas aussi. Et le contraire. En négligeant l'oxygène dessus dans le plasma, le contenu artériel en oxygène peut être approximé à quoi? Donc, on a pris la première partie de formule. Donc, on a quoi ici? Regardez. Pour améliorer le contenu artériel en oxygène, qu'est-ce qu'on a? On a 1,34, c'est une constante, fois l'hémoglobine, fois saturation artérielle en oxygène. Donc, qu'est-ce que je comprends à partir de cela? Que le fait que je vais donner, si l'hémoglobine est bas déjà, je peux avoir un état de choc. Ça, c'est l'exemple de quelle pathologie? C'est l'exemple de le choc, tout simplement,
hémorragique. Le choc hémorragique, on aura une perte de plasma et de globules rouges. Et comme ça, le choc hémorragique, c'est une entité de choc hypovolémique. Et l'hypovolémique, on va voir qu'il y a deux mécanismes. Il y a la déshydratation, ça veut dire on perd en matière de plasma. Il y a le contenu artériel, le globule rouge, le sang. Donc, si je perds de ce globule rouge, j'aurai une anémie. Et donc, comme ça, le transport artériel en oxygène, il sera très, très mauvais. Et comme ça, on aura un état de choc. Et donc, le traitement qu'on doit faire le plus tôt possible, c'est que de transfuser le malade. Ça veut dire je donne de culots globulaires riches en globules rouges, riches en hémoglobine, pour essayer de traiter et d'augmenter ce contenu artériel, ce taux d'hémoglobine. Deuxième paramètre, c'est la saturation. Cette saturation en oxygène, comment je vais l'améliorer? En améliorant ça avec un apport d'oxygène, avec une canule ou avec un masque, voire même avec une ventilation. Pourquoi? Ça va augmenter la saturation artérielle en oxygène. Elle va être à 100%. Ça veut dire l'hémoglobine, il sera saturé à 100% avec de l'oxygène. Et comme ça, chaque molécule d'hémoglobine, lorsqu'elle arrive au niveau de la cellule, si elle va porter les quatre molécules d'oxygène, elle va transporter mieux par rapport à l'autre molécule qui transporte une molécule. On a un rôle important de donner de l'oxygène lorsqu'on a un état de choc, quel que soit. Ensuite, on a la différence artério-veineuse en oxygène. Ça s'appelle la DAV, qui est définie par la différence entre quoi? Entre le contenu artériel et le contenu veineux en oxygène. Ça, c'est une sorte de réserve qu'on a dans notre organisme et c'est extrêmement important. Ça veut dire, la cellule, lorsque l'oxygène va passer dans les artères, ensuite ils vont passer dans le tissu, les artérioles, ensuite il va être récupéré par les vénules et donc on a l'oxygène qui va sortir par la veine, au niveau de la veine, bien évidemment, est inférieur par rapport à l'artère. Mais on a toujours un petit réserve, ça veut dire cette capacité, en cas d'effort, en cas de besoin, elle va être augmentée. Ça veut dire cette différence, elle va être élevée. Ça veut dire la cellule, elle va capter de plus en plus lorsqu'elle est en hypercatabolisme. Lorsqu'elle est en hypercatabolisme, elle va capter presque la totalité de l'oxygène qui va passer par elle. C'est pour ça qu'on a cette notion de différence artério-veineuse en oxygène. Voilà, ça c'est une notion aussi qui est importante. En matière de physiologie aussi, on a une équation qui s'appelle quoi? La consommation cellulaire en oxygène. C'est quoi? La consommation, on arrive à l'estimer par quel moyen? On a le débit cardiaque, tout simplement, fois la différence artérielle en oxygène. Ça veut dire, j'ai un débit cardiaque qui est généré, j'ai un débit cardiaque qui est généré chaque minute. Ensuite, il y aura donc la consommation de l'oxygène qui a été enlevé par la cellule. Ça veut dire la différence artério-veineuse en oxygène. De cette relation, on peut déduire que la saturation veineuse en oxygène, ça s'appelle la SVO2, égale quoi? Égale la SVO2 égale la saturation en oxygène, tout simplement. On a pris les deux formules, d'accord? Et on les a résumées dans cette équation, tout simplement, pour faire sortir la saturation veineuse en oxygène. Donc, en situation physiologique, cette consommation d'oxygène, elle est indépendante de transport. Elle ne dépend pas de transport à 100% parce qu'on a déjà une réserve en matière d'extraction d'oxygène par la cellule. Par contre, à l'état physiopathologique, lorsqu'on a une mauvaise perfusion,
c'est là où cette consommation d'oxygène, elle va dépendre carrément de façon linéaire de ce transport d'oxygène. Voici une courbe de tout ce qu'on a dit, donc la modification entre la consommation d'oxygène et le transport en oxygène. Et donc, ici, c'est l'état physiologique tout simplement. À chaque fois qu'on a le transport d'oxygène, il peut être bas dans ce sens, à chaque fois que la consommation, elle est constante. Pourquoi? Parce qu'elle est compensée par la différence artério-veineuse en oxygène. Mais il y a un taux critique, c'est le TaO2, où on a une mauvaise perfusion, un mauvais transport. C'est là où on aura ces mécanismes physiologiques, physiopathologiques qui seront dépassés et la cellule, elle va commencer à travailler en anaérobie et comme ça, on aura le lactate qui va s'installer progressivement. Attendez 2 secondes, je vais essayer de voilà, changer le curseur. Donc, ce diagramme-là, c'est important. Ça veut dire quoi? C'est que le transport d'oxygène, lorsqu'il est élevé, c'est l'état physiologique. Ça va baisser, 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 baisser avec l'état de choc. Il y a beaucoup de mécanismes d'adaptation. Parmi ces mécanismes d'adaptation, c'est que la cellule, elle va encore capter de façon mieux l'oxygène. Et comme ça, à partir d'un seuil critique, où on a une baisse de transport d'oxygène, c'est là où ça commence l'anaérobie et cette différence artério-veineuse, elle sera dépassée et elle n'arrive pas à compenser cette baisse de transport d'oxygène. Ces notions ils sont importantes et j'espère que tout le monde a pu comprendre le principe. Alors, les déterminants majeurs. Maintenant, on va prendre le débit cardiaque et on va expliquer c'est quoi. Parce que si j'ai un état de choc et j'aime bien d'augmenter le débit cardiaque, c'est important. Il faut que je comprenne quels sont les facteurs qui règlent ce débit cardiaque tout simplement. Le débit cardiaque égale quoi? La fréquence cardiaque, tout simplement, elle est là, fois quoi? Le volume d'éjection systolique. On a vu au cours de l'insuffisance cardiaque que le cœur, le VG par exemple, il va éjecter, il ne va pas éjecter la totalité, il va éjecter un certain volume. Donc le volume d'éjection systolique qui est éjecté fois la fréquence cardiaque va nous donner le débit cardiaque. Donc on va comprendre qu'on peut avoir une baisse de débit cardiaque par quel mécanisme? Soit par une baisse de volume d'éjection systolique, soit tout simplement par une baisse de la fréquence cardiaque. Quoique, il y a une relation entre les deux. Parfois, tellement la fréquence cardiaque, c'est-à-dire on imagine le contraire, une tachycardie extrême, tellement le cœur va travailler de façon rapide, par exemple au-delà de 130 ou de 140, c'est presque qu'il ne va pas avoir le temps d'éjecter de façon bien. Donc, il y a même des tachycardies qui vont donner un état de choc. Par quel mécanisme? Ça veut dire le temps de systole et de diastole, il va être très court et donc le cœur n'a pas le temps de se remplir et d'éjecter de façon bien. On va avoir un état de choc aussi. Une bradycardie extrême, ça peut donner ça, mais une tachycardie extrême, ça peut donner par un effet indirect sur le volume d'éjection systolique. Ça veut dire, malgré j'aurai 130 ou 150 ici, mais tellement le volume est très petit, donc on aura une baisse de débit cardiaque. Ça, c'est un exemple à citer. Bien sûr, l'état de choc hypovolémique, elle est expliquée par quoi? C'est que tellement le malade a perdu soit de plasma, soit de sang carrément, c'est un état de choc hémorragique, on n'aura pas une baisse de fréquence cardiaque. On aura une baisse d'abord de la précharge, ça veut dire le volume qui arrive vers le cœur, ça c'est la charge, le volume qui arrive vers le cœur c'est la précharge, ensuite la post-charge. L'état de choc hypovolémique, c'est quoi? C'est que le volume qui va arriver vers le cœur, il va être bas. Et donc, tout simplement, le volume qui va être éjecté,
il sera bas avec le temps à chaque fois que l'état de choc hypovolimique s'installe. Ça, c'est extrêmement important à comprendre. C'est les équations. Si on arrive à comprendre ces équations-là, c'est tout simplement, on comprend notre cours. Par exemple, le choc cardiogénique ici, qu'est-ce qu'on aura? Pardon, le choc hypovolimique, qu'est-ce qu'on aura comme un mécanisme d'adaptation? On aura une augmentation de la fréquence cardiaque pour compenser. C'est pour ça qu'on parle d'un état de choc au début compensé. C'est possible. La fréquence cardiaque, ça commence à grimper, 90, 100, 110, à chaque fois que le volume d'éjection systolique baisse, dans le but de garder le débit cardiaque constant. Mais à un certain seuil, où malgré que la tachycardie, elle s'installe, elle n'arrive pas à avoir, on n'arrive pas à avoir un débit cardiaque constant parce que le volume d'éjection systolique est très bas, d'où l'intérêt de le régler. Un autre exemple aussi sur ce slide, c'est important, c'est le choc cardiogénique. Tout simplement, qu'est-ce que j'ai comme problème ici? J'ai deux mécanismes. Soit le volume d'éjection systolique il va être bas, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'un cœur, le choc cardiogénique, comme on a vu dans le cours précédent, c'est qu'il va se remplir la suffisance cardiaque systolique, mais il n'arrive pas à éjecter. Le cœur, la musculature, elle n'arrive pas à se contracter de façon bien, la myocarde. Et donc, le volume d'éjection, il sera bas à 40%, 30%, 25%, etc. C'est pour ça qu'on aura ce qu'on appelle le choc cardiogénique. L'équation, elle est super importante. Si on arrive à comprendre cette équation avec les équations précédentes, le cours déjà presque fini, quoi. Alors, maintenant, on a détaillé les choses. La fréquence cardiaque, on a deux déterminants. On a le système sympathique et le système parasympathique. Bien sûr, c'est une compensation en cas où j'aurais une baisse de volume d'éjection systolique. Le parasympathique, c'est la tendance vers la bradycardie. C'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle les chocs vagaux. C'est quoi? Suite à un stress ou à quelque chose. Et on aura une stimulation de système parasympathique, baisse de fréquence cardiaque, malaise, mais ce n'est pas un vrai état de choc parce qu'on aura une reprise de l'activité sympathique et on aura une reprise de la fréquence cardiaque qui va être normale. Alors, par contre, le volume d'éjection systolique a trois paramètres. C'est quoi? Il dépend de quoi? De la précharge. Si on veut résumer le cours de choc hypovolémique, c'est ça. La précharge, elle va être basse. Le malade perd de sang ou de plasma suite à une déshydratation importante. Et donc, la précharge, elle sera basse. Le cœur ne va pas être rempli correctement. Et tout simplement, on aura diminution de volume d'éjection systolique. Le choc cardiogénique, c'est là, tout simplement. C'est que la contractilité, elle sera basse. C'est pour simplifier la physiopathologie de notre âme. Donc, la précharge, c'est quoi? C'est une tension qui détermine le degré d'étirement des fibres myocardiques au repos. C'est une tension où c'est au niveau des parois ventriculaires, à la fin de la diastole. Elle est approximée avec le volume télédiastolique. C'est le volume qui est à la fin de diastole ou la pression télédiastolique. C'est essentiel le volume ou la pression qui, à la fin de diastole, c'est lui qui détermine tout simplement la précharge. Donc, à chaque fois, ce volume télédiastolique, il sera bas. À chaque fois, c'est pas bien. Donc, ça veut dire que la précharge, elle est basse. Et on peut avoir aussi, dans quelques cas physiopathologiques, que la précharge, elle est élevée et elle cause des vrais problèmes aussi. Mais en matière de choc hypovolimique, par exemple, on a la précharge qui va être basse tout simplement. Elle dépend de quoi? De tonus veineux. Ça, c'est important. De volémie, ça veut dire combien de plasma et de sang j'ai dans le contenu artério-veineux. Elle dépend aussi de la contraction atriale, tout simplement. Parfois, on a un malade qui fait une fibrillation auriculaire permanente, par exemple,
on aura un problème au niveau de au niveau de ce point-là. Quatrième paramètre, c'est la distribution intravasculaire extrathoracique de volume sanguin. Ici, c'est un exemple parce que si, par exemple, je vous donne l'exemple qu'on a déjà cité dans le cours précédent, un pneumothorax important, bilatéral, suffocant, égale augmentation de la pression intrathoracique. La volumétrie de patient, elle est normale, mais la distribution entre le volume intrathoracique et extrathoracique, elle est importante. Pourquoi? Parce que la pression intrathoracique, elle est très élevée, donc on aura une baisse du retour veineux et donc on aura une baisse de la précharge. Ça, c'est un exemple. Le tamponnade aussi, on aura toujours aussi le même tamponnade cardiaque. Vous allez le voir dans le module de cardiologie aussi. Et la distensibilité du ventricule. Un ventricule qui se relâche correctement, bien évidemment, il va se remplir correctement. Et donc, il y a ces paramètres-là qui déterminent notre précharge. Ça, c'est un diagramme pour résumer tout simplement la relation entre... vous rentrez sur le même lien, hein, ça va se couper dans des minutes. Donc, c'est la relation entre le volume diastolique et le systolique, tout simplement. À chaque fois que, au début, le volume, on va prendre ça de ce côté-là. Donc, le volume diastolique, lorsqu'il est normal, j'ai une éjection systolique qui est normale. Le volume systolique, diastolique, pardon, il baisse, mais j'ai en parallèle une stabilité de volume d'éjection systolique. Mais il y a un moment où on a une baisse de volume diastolique. Ça va donner des conséquences en matière d'éjection systolique. Ça veut dire qu'elle va être basse à un point où elle sera nulle, tout simplement. Ça veut dire ici, on a des mécanismes d'adaptation qui permettent de régler ce volume d'éjection systolique. Si le volume télédiastolique il va être plus bas, ça veut dire la précharge, et c'est là où on aura des conséquences en matière de baisse d'éjection, de baisse de volume d'éjection systolique. C'est un schéma tout simplement qui résume la précharge tout simplement et la post-charge. C'est un schéma, c'est pédagogique dans le sens pour retenir ces principes-là, parce qu'ils sont importants sur le plan physiopathologique. La post-charge, on a vu sur l'ancien cours, c'est que c'est la résistance que le cœur doit surmonter au cours de la contraction. Désolé, je vais mettre mon téléphone. Voilà, c'est bon. Alors, on a appelé la post-charge, c'est j'ai un cœur qui se contracte, c'est la pression qui va subir ce cœur-là. Donc, c'est tout ce qui est résistance vasculaire. À chaque fois, les résistances vasculaires augmentent, à chaque fois que le cœur il va souffrir pour éjecter. Ça définit l'insuffisance cardiaque hypertensive qu'on a vu dans l'ancien cours. Par contre, on peut avoir une post-charge basse, trop basse. Ça signifie le cœur il va travailler à l'aise, entre guillemets, mais on aura une mauvaise perfusion d'organes parce qu'il n'y a pas assez de résistance qui permettent d'assurer une bonne conduction de flux sanguin. Elle est souvent approximée par la pression artérielle systolique et par la compléance aortique. Donc, si j'aurai une baisse de la pression artérielle systolique, on aura une baisse de la post-charge. La post-charge est proportionnelle à la pression et au diamètre de ventricule et inversement proportionnelle à l'épaisseur de la paroi. En cas d'augmentation de la post-charge, donc la fraction de raccourcissement ainsi que la vitesse de raccourcissement, pendant la systole, elle sera tout simplement réduite. Ça veut dire le volume d'éjection systolique il va être bas. On va passer par ça. Et on a aussi le troisième paramètre de volume d'éjection systolique, c'est le
L'énotropisme. L'énotropisme, c'est la contractilité. C'est pour ça vous trouvez des médicaments énotropisme positif. Ça veut dire ce sont des médicaments qui augmentent la contractilité myocardique de notre myocardique et donc ça permet d'augmenter le volume d'éjection systolique. On utilise ces médicaments en cas de choc cardiogénique, bien évidemment. C'est la propriété intrinsèque du muscle cardiaque de se contracter qui varie selon la concentration intracellulaire de calcium. Ça, c'est important. On va voir que le calcium, c'est un élément important dans la physiopathologie de choc cardiogénique aussi. La courbe de Frank-Starling, je pense qu'il y a... Voilà, c'est ça cette courbe. C'est quoi? C'est qu'on a tout simplement, on a deux zones sur cette courbe. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a la précharge et ici, on a le volume d'éjection systolique. On a une zone où on a ce qu'on appelle, c'est une zone à précharge dépendance. Ça veut dire, si j'ai une précharge intermédiaire, je suis sur cette zone, ça veut dire le volume d'éjection est stable. On prend ça au milieu. Si j'aurais une baisse de la précharge, tout simplement, à chaque fois il y a une baisse de la précharge, à chaque fois il y aura une baisse de volume d'éjection systolique. Donc tout ce qui est bleu, donc il y a une dépendance entre la précharge et le volume qui va être éjecté. Par contre, il y a ce qu'on appelle une zone qui s'appelle précharge indépendante. Ça, cette zone rouge, c'est quoi? C'est que j'ai une précharge, malgré qu'elle est élevée, le volume ne va pas s'élever encore. Donc, ça s'appelle une zone de précharge indépendante. La fréquence cardiaque, bien sûr, ça dépend du système sympathique et parasympathique. On a cité ça. Voilà, on a dit que la tachycardie, elle raccourcit. Ça, c'est une question, non? Je répète quoi? C'est préciser votre... Alors, le dernier diapo, pas de problème. Mais pas celui-là, j'imagine. C'est celui-là. J'imagine c'est celui-là. Alors, on avance. Cette slide, qu'est-ce qu'elle nous montre? Elle nous montre qu'il y a une relation de dépendance et d'indépendance entre la précharge et le volume d'éjection systolique. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai un malade qu'on va, par exemple, on va prendre le cas inverse. J'ai un malade qui a perdu beaucoup de sang et j'ai pu rétablir je dois faire quoi? Ce qu'on appelle une transfusion et un remplissage vasculaire. Ça veut dire quoi? Je suis en train d'augmenter sa précharge. Donc, lorsqu'elle est trop basse, à chaque fois je remplis, j'aurai une amélioration de volume d'éjection. Et les tensions artérielles, par conséquent, elles vont être améliorées. Mais à un certain seuil, si j'arrive dans cette zone rouge, ça veut dire, même si je remplis encore et encore, je ne vais pas être aussi efficace. Et cette zone, ça s'appelle précharge indépendante. Ça veut dire, malgré que je vais élever la précharge, le volume d'éjection, il ne va pas suivre cette élévation de la précharge. Je ne sais pas ce que c'est clair. J'ai essayé de l'expliquer autrement par la physiopathologie. Mais si ce n'est pas clair, à la fin, vous me dites, il n'y a pas de souci. Alors, donc, d'ailleurs, le slide, c'est un... Ah, super, je suis content. Le slide, d'ailleurs, c'est un slide qui concernant la post-charge, je n'ai rien entendu. Oui, allez, on va revenir. Alors, là, on va parler de de cette slide. Elle résume tout simplement tout ce qu'on a dit. Alors, avec le débit cardiaque qui est en bas, dépend de la fréquence cardiaque, volume d'éjection systolique. On prend le volume d'éjection systolique. Il dépend de quoi? Volume télédiastolique. Ce volume-là, il dépend de quel paramètre? De retour veineux, est-ce qu'il est important ou non? Donc, la pompe musculaire qui nous chaud déjà, qu'est-ce qu'on a?
On a une pompe musculaire qui va permettre de pomper, de comprimer les veines et éjecter le maximum on va éjecter, pousser le maximum de contenu veineux vers le haut. La pompe respiratoire, ça c'est important. Parce que lorsqu'on fait, vous allez voir que le module des urgences, on fait ce qu'on appelle un massage cardiaque. Réellement, on a une pompe cardiaque, mais on a une pompe respiratoire. L'augmentation et la baisse de la pression intrathoracique. Inspiration, j'aurai une augmentation de la pression intrathoracique. Expiration, elle sera basse. Et bien, le retour veineux réellement, il va être modulé par cette pompe. Le fait qu'il y a une différence de pression entre le thorax et le reste du corps, il y aura une amélioration de retour veineux. C'est pour cela, si j'aurai une augmentation de la pression intrathoracique, la pompe respiratoire, elle est barrée. Ça veut dire que la pression intrathoracique ne va pas gêner le retour veineux vers le cœur. Il y a ce qu'on appelle la vénoconstriction aussi. Heureusement qu'on a ça. Et ce phénomène-là, vous allez le voir, le choc septique. C'est que le choc septique, vénoconstriction. Si j'aurai une vénodilatation, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura un mauvais retour veineux, tout simplement. D'accord? Donc, on a besoin de cette vénoconstriction pour qu'il y aura le retour veineux. Et donc, ce phénomène-là, c'est le choc septique. On aura une vasodilatation qui concerne le réseau veineux, et donc on aura un mauvais retour veineux. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? On a le volume d'éjection systolique. C'est la contractilité. Elle dépend de quoi? Du système sympathique et parasympathique, tout simplement. D'accord? Plutôt du système sympathique. Et de l'autre côté, on a la fréquence cardiaque qui dépend va être accélérée ou décélérée par le système parasympathique. Si j'ai une baisse de la post-charge, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai tout simplement une baisse de volume d'éjection systolique. Ça veut dire, celui qui a posé la question concernant la post-charge, en cas de choc hypovolémique, tout simplement, elle sera basse. C'est une conséquence. Pourquoi? J'ai une précharge basse. Ça, c'est la charge, le cœur. J'ai une précharge qui est basse. Le cœur ne va pas se remplir correctement. Bien évidemment, et on aura une mauvaise perfusion. Alors, nous allons les états de choc. Quoique, maintenant, je mettre les exemples dans un but de comprendre ce qu'on va dire maintenant. Et ça va être facile, Inch'Allah, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il est là? Pompe musculaire veut dire le cœur. Non, pompe musculaire ne veut pas dire le cœur. Alors, c'est important. La pompe musculaire veut dire le cœur. Non, non. Sauf, la pompe musculaire, c'est la contractilité. Plutôt la pompe myocardique, c'est la contractilité. La pompe musculaire, c'est le muscle des membres supérieurs et surtout des membres inférieurs. À chaque fois, lorsqu'on marche, on aura une contraction des muscles. Donc, cette contraction va comprimer les veines et elle va améliorer tout simplement le retour veineux. Déjà, c'est la question à la remarque, c'est que lorsque j'aurai un état de choc, parmi les choses à faire, l'état de choc hypovolémique, j'aurais fait une surélévation des jambes. Je soulève les jambes à 30 degrés. Ça va faire quoi? L'équivalent de la pompe musculaire parce que le malade ne va pas marcher. Le fait qu'il est alité, au lieu que je le laisse comme ça c'est les membres inférieurs, je vais les faire comme ça va améliorer le retour veineux vers le cœur et vers le cerveau. Et donc, comme ça, j'ai travaillé sur ce point-là. Je ne sais pas si c'est clair ou non. Alors, s'il vous plaît, j'ai compris l'effet de l'augmentation. Je n'ai pas compris l'effet de l'augmentation de la pression intrathoracique en cas de pneumothorax. J'ai un malade qui a un pneumothorax. Le pneumothorax, il est un صغير
il n'y aura pas un effet sur la pression intrathoracique. Par contre, si le volume diallo est important, ou surtout s'il est bilatéral, ça s'appelle un pneumothorax suffocant. Qu'est-ce que j'aurai? Lorsque j'aurai un retour veineux qui va revenir par la veine cave inférieure, il va être bloqué tout simplement par la pression qui est en intrathoracique. C'est pour ça qu'on appelle ça la pompe respiratoire. Ça veut dire la précharge, elle va être basse vers le VD. Pourquoi? Parce que il y a une pression intrathoracique qui est élevée, qui bloque ce retour veineux tout simplement. C'est pour ça, à l'état physiologique, on a ce qu'on appelle la pompe respiratoire. Le fait qu'on respire, le retour veineux, il fait comme ça. Il augmente, il baisse avec ma respiration. Je ne sais pas, est-ce que c'est clair ou là? Est-ce que c'est clair la pompe respiratoire? Allez, doucement, hein, je comprends, c'est des notions, je suis... Il y a des oui, il y a des non. معليش ça concerne mais non, doucement, doucement. معليش كاين des non, معليش, il y a trois notions pour le retour veineux. Il y a le retour veineux qui dépend de la pompe musculaire. En cas de physiopathologie, mais existe chez la pompe musculaire. Pourquoi? Parce que le malade, il doit être au lit, il marche là. Donc déjà, j'ai un problème. La pompe respiratoire, c'est quoi? C'est que lorsque je fais une inspiration, qu'est-ce qu'il y aura? L'entrée d'air, elle va augmenter la pression intrathoracique. Et donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai physiologiquement une baisse de retour veineux vers le cœur. Ça veut dire physiologiquement une baisse de la précharge. Lorsque j'expire, la pression elle va être basse. Et c'est là où la précharge elle va profiter, elle va remplir rapidement le VD. C'est ça ce qu'on appelle la pompe respiratoire. Et c'est ça qu'on peut expliquer la physiopathologie de pneumothorax, quoique ce n'est pas le cours d'Anna, mais la vénoconstriction, c'est quoi? J'ai un tonus veineux qui est là, au niveau des veines. À chaque fois que ce tonus est important, à chaque fois que le retour veineux va être plus élevé. Par contre, si j'aurai une dilatation, le retour ne va pas être adéquat. Le fait que j'ai une dilatation et une pression dans la veine qui elle va être trop basse. C'est ça l'explication. Je ne sais pas si vous avez compris. On va revenir à la fin. S'il y aura des difficultés, il n'y a pas de problème. Alors, ok. Même s'il y a quelqu'un qui n'a pas compris, on va répéter, pas de problème. Alors, les états de choc, ce sont les mécanismes compensateurs visent à quoi? À préserver les apports tissulaires en oxygène. Ils vont faire quoi? Deux choses. Augmentation de débit cardiaque, qui est déjà en cas d'état de choc hypovolémique. J'aurai de la tachycardie et j'aurai même une augmentation de la contractilité. Le cœur il va être stimulé avec les catécholamines endogènes. Donc, il va augmenter sa contractilité. Il va augmenter en matière de fréquence. Et comme ça, le débit cardiaque il va être élevé. Ça s'appelle des mécanismes compensateurs. C'est important de les respecter. Parce que si j'ai une tachycardie à 120, je ne vais pas la traiter avec des médicaments bêta-bloquants, quelque chose comme ça. Parce que c'est un moyen de compensation. Il y a un autre mécanisme de compensation, d'adaptation, c'est l'augmentation de l'extraction périphérique en oxygène. La cellule, elle va essayer de capter le maximum parce qu'elle ne reçoit pas assez. C'est pour ça qu'on aura la différence artério-veineuse en oxygène qui va être très élevée par rapport à l'état normal. Alors, ces mécanismes passent par la vasoconstriction périphérique, aboutissant que lorsque j'ai une libération, j'ai une baisse de tension artérielle en rapport avec un état de choc. J'ai une vasoconstriction périphérique en rapport avec quoi? Avec la libération de catécholamines endogènes par les surrénales, aboutissent à une redistribution des débits sanguins régionaux vers les territoires myocardiques et cérébrales. Notre système de corps extrêmement, c'est fait d'une façon, subhanallah, c'est que ça va préserver
les organes nobles en cas de crise. On s'en fout de la peau, on s'en fout de quelques organes et on doit perfuser surtout le cœur, le cerveau, au détriment des autres. On perfuse mal le muscle, on perfuse mal la peau. C'est pour ça qu'on trouve la peau et les extrémités froides en cas d'état de choc. Et qu'est-ce qu'il fait le corps ici? Il va maintenir la volumétrie efficace par un effet antidiurétique. Ça veut dire qu'il y aura une libération de la vasopressine, c'est l'hormone antidiurétique, qui va faire quoi? Il va dire au rat, essayez de garder de volume parce qu'on a un vrai problème. Essayez de ne pas avoir beaucoup de riz. Donc, on aura une volumétrie plus ou moins normale. Ces mécanismes adaptatifs vont intervenir trois systèmes qui sont cités là, tout simplement. Donc, on a le système, les deux systèmes neuro-hormonaux, c'est le système rénine-angiotensine, aldostérone et la vasopressine, c'est l'effet antidiurétique, qui permettent de garder le volume. Et le système rénine-angiotensine, aldostérone, on sait bien qu'il va provoquer une vasoconstriction et comme ça, il va essayer de lutter contre la vasodilatation qu'on a parfois. Donc, ces mécanismes qui, lorsque les mécanismes nous dépassent, c'est là où on aura un vrai état de choc et une mauvaise perfusion tissulaire, quel que soit le mécanisme de l'état de choc. Alors que la désoxy peut correspondre soit à un défaut d'apport en oxygène aux cellules, soit un défaut d'utilisation en oxygène. Ça, c'est plus compliqué parce que c'est beaucoup plus, on le voit, le choc septique. Et je préfère ne pas l'aborder parce que c'est un peu compliqué. Et ce n'est pas notre but, du coup. Alors, qu'est-ce qu'on a en cas d'état de choc? Cette hypoperfusion périphérique induite par l'état de choc tissulaire, induite par des traitements minants en œuvre, sont susceptibles d'entraîner une inflammation systémique. Cet état inflammatoire est susceptible d'aggraver l'état de choc initial. Tout simplement, on aura ce qu'on appelle l'hypoperfusion tissulaire, une stimulation de système inflammatoire, de tout le système inflammatoire, et on aura, c'est pour ça, on diagnostiqué l'état de choc par ce qu'on appelle le SIRS, c'est le syndrome inflammatoire à réponse systémique. Ça veut dire c'est une inflammation qui concerne tous les organes et on a 4 paramètres. C'est la fréquence cardiaque, les globules blancs, la tension artérielle et la température. Mais ce score-là a été utilisé surtout au début pour l'état de choc septique. Maintenant, c'est abandonné. Ce n'est pas un score assez pertinent. Et on a proposé un autre score. Vous allez le voir l'année prochaine, Inch'Allah, le module de maladies infectieuses. La gravité de l'état de choc se mesure en termes de nombre et d'intensité des défaillances d'organes qu'il provoque. C'est une notion importante à lire. À chaque fois que j'ai une défaillance d'organes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces organes-là souffrent de la mauvaise perfusion. Je vous donne un exemple. J'ai un état de choc avec une insuffisance rénale. J'ai de diurèse qui passe, j'ai la créatinine qui commence à s'élever. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet état de choc, ça s'est pérennisé à un point où il y a eu une répercussion sur la fonction rénale. Ça, c'est une défaillance. Bien sûr, même dans la défaillance, on a des degrés. On a une défaillance légère, modérée, voire même sévère. On peut vous donner un autre exemple, une défaillance neurologique. Un malade qui est en état de choc et qui est inconscient, qui est dans le coma, ça veut dire que son cerveau n'est pas bien perfusé, ça veut dire que c'est une défaillance d'organe. Ça, c'est 2. Par exemple, une défaillance hépatique. Un foie, lorsqu'il ne reçoit pas assez de débit, il va travailler en anaérobie, il va souffrir tout simplement. On aura une augmentation des paramètres hépatiques, azate, alate, bilirubine, etc. C'est ce qu'on appelle le foie de choc. Et ça, c'est important parce que parfois, on reçoit des malades dans un état avancé
on fait un bilan, on n'arrive pas à comprendre est-ce que c'est une défaillance hépatique qui a engendré ce problème-là ou c'est un état de choc qui a engendré une souffrance hépatique, d'où l'intérêt de revenir à la base, c'est de faire un bon interrogatoire avec le patient ou de son entourage pour comprendre quel est le phénomène qui s'est installé en premier. Les fonctions de l'étiologie de choc, on parlait de la gravité, de délai entre l'apparition de celui-ci, regardez, et les moyens thérapeutiques. Ça veut dire, à chaque fois le délai est important entre l'apparition de choc et la thérapie, à chaque fois la gravité de conquérir. Ça veut dire, si je reçois, en tant que futur médecin, Inch'Allah, si vous recevez un malade qui est en état de choc, même si vous êtes dans un petit une petite enfin une clinique ou un cabinet ou quelque chose. Il faut apporter les soins de base, par exemple remplissage ou autre chose. Ensuite, évacuer le malade là où il faut, dans des bonnes conditions. Ça veut dire, c'est à chaque fois que je fais les choses rapidement, à chaque fois, c'est bien. Et de l'état antérieur de patient, ça c'est important. Un monsieur qui est âgé, par exemple, s'il subit un état de choc qui est le même degré par rapport à un sujet jeune, les répercussions ne seront pas les mêmes. Et les antécédents aussi. Un monsieur qui a déjà, par exemple, une pathologie pulmonaire, une pathologie cardiaque, et qui a fait un accident de circulation et qui a fait un état de choc hémorragique. Lui, probablement, il ne va pas se porter par rapport à un sujet jeune, bien sûr. L'état initial du patient conditionne ce qu'on appelle la réserve physiologique. L'âge, les antécédents, ils ont une baisse de cette réserve physiologique et des capacités d'adaptation. Alors, là, c'est un schéma qui a été proposé, j'oublie le nom de l'auteur, pour résumer les chocs cardiogéniques, l'hypovolimique, le distributif et le choc obstructif. Donc, si on cherche ici le choc hypovolimique, tout simplement, qu'est-ce qu'on aura? Et ça se passe ici, c'est qu'on aura une baisse de retour veineux vers le cœur, tout simplement. Par contre, le choc cardiogénique, j'aurai une baisse de la contractilité cardiaque. La contractilité, elle ne se fait pas de façon bien. Par contre, il y a des chocs distributifs ici. Les chocs distributifs, ce sont les chocs, le septique et l'anaphylactique. Vous aurez une vasodilatation. Regardez, c'est que cette vasodilatation, elle va prendre toute la volémie et comme ça, vous aurez une baisse de la précharge qui va revenir ici et tout simplement, on aura une baisse de débit cardiaque. Ça veut dire la volémie diallo, choc septique et le choc distributif, le choc anaphylactique, elle n'est pas basse. Par contre, elle est beaucoup plus mal distribuée. Pourquoi qu'on a obstructif? Lorsque vous avez une embolie pulmonaire. La volémie, elle est normale. Le malade a fait une embolie pulmonaire importante. Ça veut dire l'artère pulmonaire, elle est obstruée presque à 50 ou à 60% de sa totalité, la principale ou les deux branches, la droite et la gauche. Qu'est-ce que j'aurai tout simplement? C'est que le retour veineux arrive, il va être bloqué par l'artère pulmonaire. Et donc, la précharge tout simplement, elle va être basse et comme ça, le malade peut faire un état de choc en rapport avec une embolie pulmonaire massive. Parce qu'il y a quand une embolie pulmonaire importante, petite, on peut avoir des signes, douleur, hémoptysie, etc. Vous allez la voir. Mais le malade peut ne pas être en état de choc parce que le thrombus n'est pas aussi important pour qu'il aura cette obstruction, elle est partielle, elle est vraiment partielle. C'est pour ça qu'on aura de passage de sang quand même dans les vaisseaux. On va répondre aux questions à la fin, là, plutôt, hein, car on va avancer rapidement. Voilà, c'est tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Cardiogénique, ça se passe ici. Hypovolimique, j'ai un problème de volémie.
donc elle est basse. Obstructif, il y a un caillou quelque part. Distributif, c'est un problème de diminution des résistances vasculaires et altération de la microcirculation. Alors, choc hypovolémique caractérisé par quoi? Par une diminution de volume qui est intravasculaire. Ça veut dire la volémie. Ça veut dire quoi réellement? C'est que j'aurai une baisse de la précharge. Cette diminution de volume sanguin circulant est responsable d'une chute de débit cardiaque secondaire à la diminution de retour veineux. Donc, la diminution de débit cardiaque, à de débit cardiaque, parce que j'ai une diminution de la précharge tout simplement. Comment j'ai une diminution de la précharge? Soit j'ai, on va la voir, on va manquer un slide. Voilà, très bien. Les chocs hypovolémiques, on a deux autoroutes. Ou 80%, c'est le premier. Et ça, c'est très fréquent. Vous allez être confronté, quelle que soit la pratique, à des chocs hémorragiques. Donc, une hémorragie aiguë, ça peut être obstétricale suite à un accouchement. Ça s'appelle une hémorragie de la délivrance. Une hémorragie digestive par une ulcère de stress. Une hémorragie, par exemple, abdominale. Quelqu'un qui a fait un accident, il fait une hémorragie interne abdominale suite à une rupture de rate ou à une rupture de foie ou rupture de gros vaisseaux. Il y aura un saignement important. Et donc, ce saignement peut être extériorisé, on arrive à le quantifier par exemple, et parfois interne, ça veut dire on n'arrive pas à le quantifier. Et donc, comment on va le quantifier? Par les conséquences physiopathologiques. Vous allez trouver un patient qui est en hypotension, qui est pâle, les muqueuses sont pâles et qui est tachycarde, qui fait une extrémité, les extrémités sont froides. Vous faites une formule sanguine, vous trouvez l'hématocrite et l'hémoglobine est bas, tout simplement. Ça, c'est la définition de choc hémorragique, tout simplement. Et donc, la thérapie, au début, on doit essayer de stopper le saignement, une plaie avec des soins, etc. Deux, quoi, on fait un remplissage au début avec de sérum. Dès qu'on aura le sang, isogroupe, isolysus, on commence notre transfusion. Parfois, ce n'est pas une hémorragie. On trouve que l'hémoglobine est normale. Ce n'est pas une perte de globules rouges, etc. On a une perte de plasma. Donc là, ça s'appelle la déshydratation extracellulaire profonde. Ça peut être par des pertes digestives. J'ai des diarrhées importantes, par exemple, suite à une toxi-infection ou de choléra ou autre chose. Je risque d'avoir de la déshydratation extracellulaire. Donc, la plasma, on va la perdre et donc on doit la compenser. Parfois, les pertes, elles sont hautes. Je vous donne un exemple. Une femme enceinte, elle a des phénomènes hormonaux. Elle va vomir avec le temps. Si on ne compense pas ça avec les apports veineux, tout simplement, on aura un état de choc par déshydratation. La diurèse osmotique, si quelqu'un, on lui donne quelque chose de diurèse osmotique, par exemple, quelqu'un qui est diabétique, qu'est-ce qu'on aura? Une hyperglycémie. Les reins, qu'est-ce qu'ils vont faire? Au-delà de 1,8 g par décilitre de glucose, ils vont essayer d'excréter le glucose. Et donc, ce glucose-là ne va pas partir seul, sous forme de morceaux, il va partir dilué dans le liquide. Et donc, on aura ce qu'on appelle une polyurée. Donc, le malade, au lieu qu'il pisse 1 litre et demi, quelque chose comme ça, il va pisser 3, 4, 5, 6 litres et il va se déshydrater. Ça s'appelle diurèse osmotique. Ça, c'est le diabète, c'est un exemple parmi les exemples de diurèse osmotique, il y en a d'autres. Brûlure. Pourquoi un brûlé, on doit le remplir rapidement? Parce que si la surface corporelle elle est importante, qui est brûlée, j'aurai une perte d'eau qui est extrêmement importante parce que la peau, elle me protège contre cette perte. C'est pour ça qu'on aura une perte d'eau.
un défaut d'hydratation, un coup de soleil, vous ne buvez pas assez ou quelque chose comme ça, vous risquez, bien sûr, c'est un manque d'appoint. Donc tout ça, ça rentre dans la déshydratation. Il y en a un autre phénomène, troisième, c'est quoi? Séquestration de liquide dans un troisième secteur liquidien. Qui compte le troisième secteur, ça veut dire soit le crash syndrome, ça veut dire quelqu'un qui a fait un accident, qui a fait un écrasement musculaire, et il y aura des phénomènes inflammatoires. Qui, tout simplement, on aura toujours de l'œdème. L'œdème, là, s'il est important sur la cuisse, deux cuisses, quelque chose comme ça, il va être au dépend de quoi? C'est au dépend de la volémie. C'est pour ça qu'on aura un troisième secteur. Le syndrome abdominal aigu, c'est quoi? C'est occlusion intestinale. Occlusion intestinale, par exemple, j'aurai une occlusion, j'aurai une souffrance péritonéale, j'aurai de liquide dans l'abdomen qui va être sécrété au niveau de péritoine. Et donc, tout simplement, on aura l'équivalent d'une acide. Et comme ça, ce volume-là, il va être doux, il va dépendre directement de notre volémie. C'est pour cela, dans ces deux, voire même les trois, donc la première, remplissage vasculaire par des cristalloïdes, ensuite transfusion. Par contre, les deux, c'est beaucoup plus remplissage hydroélectrolytique. Dans l'état de choc hémorragique, avec débit cardiaque, on aura ce qu'on appelle de l'anémie qui participe à la diminution du transport artériel en oxygène, qui met l'équation de là, entraîne une augmentation de lactate en rapport avec le métabolisme anaérobie. Et voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on aura comme mécanisme compensateur de l'état de choc hypovolémique? On aura une vasoconstriction artérielle périphérique. Pourquoi? Parce qu'on a des catécholamines endogènes qui vont être sécrétées par les surrénales suite à un stress. Ils vont essayer de faire quoi? Malgré qu'au début, j'ai un problème de volémie, la volémie basse. Notre corps, qu'est-ce qu'il fait? Il va sécréter des catécholamines, il va augmenter la fréquence cardiaque, il va augmenter la contractilité du cœur. Il va faire quoi aussi? Il va augmenter, il va baisser même le diamètre de vaisseau. Pourquoi? C'est pour qu'il va perfuser mieux les organes, tout simplement. Et avec ce moyen-là, il va assurer une redistribution de débits sanguins régionaux. Un des priorités, il va essayer de prioriser ce qui est noble en attendant que on aura l'action, on aura la thérapie plutôt. On a un deuxième phénomène de compensation, vasoconstriction veineuse, entraînant une diminution de la capacitance veineuse. Ça veut dire cette vasoconstriction veineuse qui marche le slide, c'est que on aura des veines qui se vasoconstrient et donc le retour veineux vers le cœur il va être élevé afin de maintenir le rotor veineux et donc la précharge cardiaque et augmentation de la fréquence cardiaque. Ces mécanismes ont pour objectif de maintenir le débit cardiaque satisfaisant, ça c'est clair, et dans le choc hémorragique extrême, important et rapide, par exemple une rupture splénique, parfois ces mécanismes compensateurs, mais chez le choc hémorragique extrême, même le choc hypovolémique par déshydratation, etc., si on trouve qu'il y a une bradycardie, ça veut dire le malade il va partir vers l'arrêt cardiaque, tout simplement. Parce que on a les mécanismes compensateurs, ils sont dépassés et on n'a plus de moyens pour arriver à perfuser. Et donc, le cœur, il va se ralentir doucement. Et donc, si vous constatez un malade qui est en état de choc, tension basse, avec une bradycardie, il faut faire très, très attention. Il faut agir immédiatement parce que ce malade-là, il va faire incessamment son arrêt cardiaque. Voici donc pour le choc, je vais essayer de regarder. Enfin, je ne pense pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne pense pas. Ah, vous parlez de l'enregistrement, c'est ça?
Alors, pourquoi on a des extrémités froides? Ça, c'est une question, je ne sais pas. Les extrémités froides, ils sont en rapport avec une redistribution de débit et de volumétrie. Donc, cette vasoconstriction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va distribuer, on aura une vasoconstriction extrême ici. Donc, ces extrémités-là, quels que soient les membres supérieurs ou les membres inférieurs, ils seront mal perfusés, hypoperfusés, qui ils ont répondu. Et donc, à l'èche, pour que les organes nobles, ils seront perfusés. C'est pour ça, lorsqu'on les touche tellement ils sont mal, c'est quoi qui va garder la température au niveau des extrémités? C'est la perfusion. Il y a le sang, il va distribuer la température pour qu'elle soit homogène dans notre corps. Le fait que ces extrémités sont mal perfusées, elles sont tout simplement froides. On a même des phénomènes cutanés. On aura ce qu'on appelle les marbrures. Ce sont des plaques bleues. Le plus souvent, c'est bon, les cuisses, les extrémités. C'est kiff-kiff parce qu'il y a une mauvaise perfusion tissulaire. Alors, on va monter, on veut dire quoi par volumétrie non distributif? Je n'ai pas compris. Au moment, on n'a pas parlé de ça. La différence, l'obstructif, c'est qui? C'est l'embolie pulmonaire. Ça veut dire qu'il y a une obstruction pour le flux sanguin. Le distributif, avec l'anaphylactique et le septique. Voilà. Alors, là, vous voulez la fin. Donc, bradycardie, c'est un signe d'extrême gravité. D'accord? Docteur, pression de remplissage égale précharge. Oui, quoique ce jargon-là, le pression de remplissage, on les utilise beaucoup plus lorsqu'ils seront élevés. Et c'est un autre phénomène. Ça veut dire, si vous aurez une pression de remplissage élevée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre cœur, ça commence avec un choc volumique, ils sont éliminés par un choc volumique. Non, 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 non. Donc, une pression de remplissage. J'ai un cœur qui est là, qui se contracte et se relâche, se contracte et se relâche. Ça. Si j'ai un cœur qui se relâche mal, ça veut dire se contracte bien, mais lorsqu'il va se relâcher, il va se relâcher mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque le cœur il va se remplir, il va trouver un obstacle, il va trouver que la cavité cardiaque, elle n'est pas assez grande. Donc, c'est pour cela qu'on aura une pression de remplissage élevée. Donc, on utilise ce jargon, surtout l'insuffisance cardiaque diastolique. Parce que c'est difficile de faire le cours sur ça. Choc volumique, hypovolémique, choc cardiogénique, et c'est tout ce qu'on a fait, donc, la physiopathe, machin, mais on va maintenant aborder le choc cardiogénique. Normalement, vous comprenez le système rénine-angiotensine, c'est lui la cause de la vasoconstriction. Houa plus les catécholamines. Les catécholamines, on a la noradrénaline endogène qui va être sécrétée par le surrénal. Donc, le système rénine-angiotensine, les catécholamines endogènes, c'est eux qui sont responsables de la vasoconstriction. Je suis d'accord. Combien reste de diapos? Si vous êtes pressé, on peut quitter. Comment agir en cas de bradycardie? C'est de faire d'abord un médicament contre la bradycardie. C'est le plus souvent, on utilise l'atropine qui augmente la fréquence cardiaque. Et ici, on utilise même l'adrénaline d'une façon précise pour essayer d'augmenter la tension artérielle à la fois. L'adrénaline, l'avantage d'AHA, elle augmente la tension artérielle et elle augmente même la vasoconstriction et elle augmente aussi la tension artérielle. Et comment agir pour adapter au cas de choc hypovolémique? Alors,
L'hypovolémie, qu'est-ce qu'on a dit? La thérapie, quoique c'est un cours de physiopathe, ce n'est pas thérapeutique, mais معليش. Haja Loula, qu'est-ce que je fais? Pour augmenter les apports, je dois, la précharge, comment je dois je prends un accès veineux, une veine, tout simplement, ou deux, de gros calibre, et je commence à donner de sérum salé, par exemple, qui permettent de faire quoi? Une augmentation de la précharge dialée. Ça, c'est un. Si je vois que le choc hypovolémique est d'origine hémorragique, avec le remplissage, je dois apporter tout simplement, le malade a perdu de sang et doit être compensé. C'est aussi simple que ça. Troisième moyen, c'est quoi? C'est de ramener un médicament. La physiopathologie, le corps, tout simplement. Le corps, il va sécréter avec le rénine, angiotensin, aldostérone, avec les catécholamines endogènes. Le but, c'est quoi? C'est d'avoir, malgré choc hypovolémique, il va avoir une vasoconstriction. Moi, qu'est-ce que je fais? Je ramène un médicament qui provoque une vasoconstriction. Je jette le corps avec un médicament externe et je le donne avec une façon précise. Je vois les autres modules qui etc. Je ne sais pas ce que c'est, c'était clair. Un état de choc sont toujours froids? Non. Qu'est-ce qu'on appelle le choc chaud? Ça, c'est une question. C'est le choc chaud, c'est le choc anaphylactique. Tellement il y a de l'histaminolibération, de la rougeur, etc. Vous trouverez que lorsque vous le touchez, il y a même un choc anaphylactique avancé, que les extrémités ne sont pas aussi froides. Par contre, les hypovolémiques, elles sont froides. Merci, merci. De rien, seulement pour les arrêts cardiaques. Non. Ben, compliqué, la vie, c'est compliqué. L'adrénaline, on peut l'utiliser pour l'arrêt cardiaque, ça c'est évidemment bien, en bolus. Par contre, pour les chocs, on peut l'utiliser comme un dernier moyen pour les chocs. Là où la noradrénaline n'agit pas, c'est insuffisant. On peut l'utiliser, mais à condition, en perfusion constante, pas en bolus. Lorsqu'on dit un bolus, ça veut dire je prends le médicament et je donne dans la veine sous forme de flash. Ça, c'est l'arrêt cardiaque. Par contre, les états de choc, les catécholamines hadoma, noradrénaline, dopamine, dobutamine, adrénaline, ça se donne sous forme de perfusion constante. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un appareil qui s'appelle seringue électrique qui va permettre de donner ça. Comment vasoconstriction peut corriger le choc hypovolémique? Alors, la vasoconstriction, elle concerne le réseau artériel. Le fait que je baisse le fait que le diamètre de vaisseau il va être bas, il y aura une amélioration tout simplement de la vitesse et de débit de flux sanguin tout simplement. Ça, c'est artériel. Le vasoconstriction veineuse, la précharge tout simplement. Elle va m'aider pour la précharge, elle va pousser la volémie vers le cœur et donc elle augmente la précharge. J'espère que vous avez compris. Je sais que c'est un peu compliqué. Ça commence toujours avec une tachycardie, ensuite une bradycardie, puis arrêt cardiaque. Oui, si on peut résumer les choses de cette façon, c'est ça. Est-ce que vous pouvez répéter la notion de pression de remplissage pour un choc hémorragique? Parce que ça ne dépend pas de. Enfin, c'est en dehors de cours. La priorité, c'est de rectifier l'hypovolémie avant de faire la perfusion sanguine. Oui, mais avant de faire la perfusion. Avant de donner un vasoconstricteur, je commence à donner de liquide pour corriger cette volémie. C'est simple. Avant la bradycardie, le patient est conscient. Ça dépend. On peut avoir un malade, même tachycarde, qui est inconscient parce qu'il y a une hypoperfusion. Il reste 2 minutes. On renouvelle là, ça, c'est pas un problème. On renouvelle le lien. Alors, donc là, le choc cardiogénique, incapacité, c'est quoi? C'est l'incapacité de cœur à pomper suffisamment de sang pour fournir. Ça, c'est un autre choc. Hein. Ça n'a rien à voir avec le choc hypovolémique. La volémie, elle peut être normale. Ce n'est pas une déshydratation,
ce n'est pas une hémorragie, ce n'est pas un troisième secteur. Parce que ça se coupe, vous rentrez sur le même lien, ça sera la dernière fois parce que après on lâche le cerf. J'ai un choc cardiogénique Wartesh. Lorsque le volume d'éjection systolique, tout simplement, il va être bas. Pourquoi? Au lieu que le cœur va éjecter 50%, il va éjecter 25%, 20%. Ça veut dire que c'est un cœur qui est défaillant, qui n'arrive pas à éjecter. J'ai un syndrome coronarien, une partie de la musculature myocardique. Le mail, OK, il fait le cours normalement. Normalement, OK, il fait le cours. Avec le choc hypovolémique. Place. On a clôturé le choc hypovolémique. Choc cardiogénique. Le cœur, au lieu qu'il se contracte à 50 ou à 60%, il va éjecter 50 ou à 60, il va éjecter que 20 ou que 30 ou que 35. Donc, le volume qui est éjecté, il va être et qui on aura quoi? Une baisse de la tension artérielle en parallèle, tout simplement. Donc, il est caractérisé par une défaillance de la pompe cardiaque. La pompe, c'est imaginez qu'il y a une pompe d'eau vers le 10e étage, tout simplement. Le choc hypovolémique, c'est quoi? C'est que le managèche, tout simplement, ou le man passe. La pompe, qu'est-ce qu'elle fait? Une pompe Sheba, elle ne va pas pouvoir augmenter l'eau vers le haut. Choc cardiogénique, l'eau en Ouija, bien, mais la pompe dialecte défaillante. La pompe fait quelques problèmes dedans, c'est qu'elle n'arrive pas à faire monter l'eau vers l'étage. Le choc cardiogénique est caractérisé par une défaillance de la pompe cardiaque qui entraîne une chute de débit cardiaque associée à une augmentation de pression de remplissage. Pression de remplissage. Qu'est-ce qu'on aura? Un éjecté, il va se remplir de façon bien, ça ne pose aucun problème. يجي le retour, éjecté un petit volume qui persiste, mais chez Haja, 20%, 30%, c'est tranquille. Donc, les pressions de remplissage, par contre, s'il éjecte mal, à chaque fois, il va éjecter 20%. Il reste combien dedans? 80%. Et donc, la précharge qui est qu'est-ce qu'elle fait? Elle trouve 80% déjà là. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on aura? Les pressions de remplissage des ventricules, elle va être élevée dans ce cas, tout simplement. Je ne sais pas, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair parce que c'est important, c'est non. Ah, super, 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 merci. نعاودها كاين واحد قال نعاودها معليش نعاودوها. J'ai un choc cardiogénique. J'ai deux phénomènes يصراو لي. واش قال لنا هنايا؟ La pompe عيانة, tout simplement. La pompe عيانة. Qu'est-ce que j'aurai? Elle va éjecter 20% برك. 80%. 80%. On va déjeuner le retour. Lorsqu'il trouve cette 80% dedans, qu'est-ce qu'il y aura? Il n'y aura pas un remplissage à l'aise. Donc, les pressions qui vont remplir le cœur, ils vont être élevées tout simplement. Donc, j'ai une baisse de débit cardiaque et j'ai les pressions de remplissage élevées. D'accord? Ça veut dire qu'on force sur le ventricule pour plus. Oui, on est en train de forcer, donc les pressions de remplissage se remplissent. Une pression, comment on va altérer la fonction diastolique? Les pressions de remplissage s'expliquent et en cas de défaillance diastolique, tout simplement. D'accord? Les autres remarques. Alors, le choc cardiogénique, qu'est-ce qu'on aura? En rouge, la diminution de la contractilité myocardienne. Donc, j'ai soit une baisse primaire, soit une baisse secondaire. Une baisse primaire, le muscle en lui-même, il va être défaillant, soit il mute par un syndrome coronarien, soit il sera infecté, malade par une myocardite,
soit il va être intoxiqué par des agents qui ont un effet quoi? Je crois qu'on a un inotropisme positif, qu'un inotropisme négatif, qu'il y a des toxiques qui sont des poisons qu'on prend, qui ont un inotropisme négatif. Soit tout simplement, qui je le cours, j'ai une décompensation d'une insuffisance cardiaque préexistante. Donc ça s'appelle la baisse primaire de la contractilité. Deuxième phénomène, c'est une baisse secondaire de contractilité. Baisse secondaire. J'ai des causes mécaniques. J'ai une insuffisance mitrale aiguë, ou là j'ai une insuffisance aortique aiguë, ou la thrombus, etc. Ça veut dire le problème, ce n'est pas le muscle, c'est tout simplement les valves. Donc, par exemple, l'exemple de l'insuffisance mitrale aiguë. Donc, la valve mitrale, elle est entre l'OG et le VG. Ça. Et donc, si le VG va se contracter, il va trouver que la valve mitrale, elle est quoi? Elle est ouverte. Elle s'est pas fermée. C'est pour ça insuffisance. Donc, au lieu qu'elle se ferme, elle reste ouverte et le VG il va éjecter. Il y aura quoi? Il y aura de l'éjection dans l'aorte. Il y aura même le retour vers l'oreillette gauche. C'est pour cela on aura une baisse de débit cardiaque. Ça veut dire le volume. Ça est là que tu veux comprimer quelque chose et tu veux l'éjecter à droite. Et là, ce côté-là, tu vas éjecter à droite et à gauche. Et comme ça, tout simplement, la quantité de maintenant, elle sera basse par rapport que tu vas éjecter d'un côté. Ça, c'est le premier phénomène, diminution de la contractilité myocardiaque. J'espère que c'est clair. Deuxième phénomène, ça s'appelle, on a déjà un exemple. Je connais le débit cardiaque égale la fréquence cardiaque fois volume d'éjection systolique. Donc, la partie c'est une baisse de volume d'éjection systolique. Cette partie, c'est une baisse de la fréquence cardiaque. Qui bradicardie, vous allez la voir les cours de cardio, machin, etc. Et à chaque fois, la bradie, elle est importante. Il y a la source de problème. Parfois, j'ai un problème, c'est qu'il y a une bradie, tellement elle est importante, il y aura au lieu que le cœur va travailler comme ça à 70, il va travailler comme ça. Bon, il va se reposer, bon, à 20 ou là, à 25 ou à 30. Ça ne va pas suffire pour avoir un bon débit cardiaque dans notre corps. C'est pour cela qu'on aura un tas de choc cardiogénique. L'attaque extrême, extrême, c'est important, c'est que lorsque l'attaque, par exemple, je prends un poison qui provoque une tachycardie importante. Qu'est-ce qu'il y aura? Le cœur, je suis désolé d'utiliser ce mot-là, au lieu qu'il se contracte, il va danser. Il va danser à sa place, comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas en train d'éjecter un bon volume. Il est en train d'éjecter des petits volumes. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas assez de temps de se contracter et de se relâcher. D'accord? Là, on aura une baisse Voilà, ça c'est un exemple pour comprendre une diminution de la contractilité myocardique. L'image, c'est que la pompe dialecte, qu'est-ce qu'elle est? La volumétrie, elle est normale, mais elle est malade. Elle n'arrive pas à pousser l'eau. Il n'y a que quelques gouttes qui descendent. D'accord? Voilà, donc normalement, une baisse secondaire de la contractilité. Voilà, c'est le détail de ce qu'on a dit. C'est voilà, les myocardites, ça peut être bactérienne, virale, parasitaire, les cardiomyopathies dilatées, la maladie coronaire, c'est clair, c'est qu'elle atteint la musculature cardiaque. Et on peut avoir une baisse secondaire de l'inotropisme. Par quoi? D'ailleurs, c'est le choc cardiogénique par augmentation de la post-charge. Imaginez que vous avez un cœur qui va travailler contre un obstacle. Par exemple, un sténose aortique, un sténose mitrale, un sténose pulmonaire. C'est-à-dire, lui, il est en train d'éjecter, mais qu'il va trouver toujours un obstacle contre lui. Avec le temps, il risque de se fatiguer et il y aura une baisse secondaire de l'énotropisme.
Et bien sûr, هذوما هضرناهم قبيلة déjà, c'est les insuffisances mitrales, les insuffisances aortiques. Au lieu que j'éjecte dans un sens, je suis en train d'éjecter dans deux sens. Et comme ça, on aura une baisse de volume qui... Ça, c'est un schéma qui résume tous les lorsque j'ai un choc cardiogénique jusqu'à où j'aurai carrément de l'arrêt cardiaque à la fin, en passant par l'hypotension, l'hypoxémie, et ça peut donner même une ischémie cardiaque, etc. Les signes cliniques maintenant. Les signes cliniques sont les conséquences d'hypoperfusion. Je vois qu'il y a des signes cliniques qui sont communs à tous les états de choc. Et on a des signes cliniques qui sont particuliers pour le septique, pour l'anaphylactique, pour euh, l'hémorragique et le quatrième aussi. Donc, l'hypoperfusion, presque tous les états de choc, on a une hypoperfusion et on a une inadéquation entre les besoins et les apports en oxygène. Donc, cette insuffisance circulatoire est définie par quoi? Vous trouverez que la tension artérielle, elle est basse à 90. Mais attention, okay? Des gens qui sont à tension dite normale, mais qui sont en état de choc. Je connais. Ce sont des gens hypertendus. Ils ont de l'hypertension artérielle maqbel. Ils sont maltraités maqbel. Et qui ont, par exemple, un accident, ou un choc septique ou l'anaphylactique. Sa tension artérielle, elle va être basse par rapport à l'état antérieur. Ça veut dire que je suis à 170 de pression artérielle systolique, je descends à 100. Le fait que j'ai descendu à 30% par rapport à l'état antérieur, ça veut dire que je suis dans un état de choc. Si on fait une lactatémie, on la trouve qu'elle est élevée. Parce que c'est difficile d'avoir les chiffres antérieurs, le plus souvent l'interrogatoire. Donc, si vous trouvez qu'il y a une lactatémie, il y a des signes déjà d'hypoperfusion, etc. Ça, c'est un état de choc. Il ne faut pas que j'attende que la tension artérielle systolique elle soit moins de 90 pour que je définisse c'est un état de choc et je commence à traiter. Ça, c'est un piège qu'on fait observer les praticiens. Donc, alors, la plupart du temps, on trouve que la pression artérielle diastolique, elle est effondrée. Si elle est effondrée, elle témoigne de quoi? D'une baisse des résistances vasculaires périphériques. Ça veut dire les résistances, elles sont dépassées et comme ça, la PAD, elle va être basse. Voilà, qu'il y a des moyens qui permettent en matière de tension artérielle qui sont cités là, qui nous permettent d'être orientés vers le choc hypovolimique. Et parfois, on a des moyens que nous orientent un petit peu vers le choc cardiogénique, tout simplement. Et donc, les signes cliniques d'hypoperfusion, ce sont des signes cutanés, extrémité froide, pâle, cyanosée, allongement de temps de recoloration, c'est important, surtout chez les enfants. On touche ici, par exemple, comme ça, et j'aurai quoi? La recoloration de la peau, elle va prendre plus de 3 secondes. Ça veut dire que c'est un signe d'hypoperfusion tissulaire. Les marbrures, vous tapez marbrure, vous trouverez que ce sont des plaques bleues qu'on peut trouver surtout au niveau des membres inférieurs. Les autres signes cliniques d'état de choc observables sont en rapport avec la diminution des débits sanguins régionaux et l'inadéquation de rapport consommation-transport. C'est les troubles de la conscience qui m'ont là, l'oligurée. Je deviens polypnéique en cas d'état de choc. Pourquoi? Parce que j'essaierai d'avoir un bon contenu artériel en oxygène pour compenser ça. J'aurai de la tachycardie, tout simplement. Et les facteurs de risque, bien sûr. Un malade, s'il fait un état de choc, s'il a des troubles de l'hémostase, ça signifie que son état est plus grave par rapport à quelqu'un qui a un hémostase qui est correct.
Donc, comment j'évalue les choses? Par un saignement extériorisé, combien j'ai de sang qui est sorti. Parfois, on a des signes de déshydratation. Vous allez les voir sur les autres cours. Par exemple, un état de choc lorsqu'il vous demande de l'eau, ça veut dire que c'est un état de choc, ça veut dire qu'il est soifé, ça veut dire que c'est un état de choc qui est vraiment avancé. Il faut penser à assurer un remplissage assez important. Le choc hypovolémique. Toujours, avec une attention particulière doit être portée à la recherche des saignements non extériorisés. Un hémopéritoine, mais bench, il faut que je le fais avec des moyens. L'hématome musculaire profond, un hématome rétropéritonéal, je dois le diagnostiquer avec une tomodensitométrie, une grossesse extra-utérine rompue, ça c'est important aussi. Et on a ce qu'on appelle les signes de déshydratation. Ça veut dire, surtout chez l'enfant, on trouve que la plaie cutanée, on le pince ici, comme ça. Cette plaie, elle disparaît immédiatement. Par contre, chez un malade déshydraté, elle va prendre assez de temps pour qu'elle se disparaître. Surtout le sujet, l'enfant. Chez l'adulte, c'est difficile à faire ça. Et surtout chez le sujet âgé, la peau d'elle déjà, elle est sénile. Donc, il y aura toujours la plaie à l'état physiologique. Donc, ce n'est pas un moyen pertinent. Par contre, vous trouvez que les muqueuses, elles sont sèches. Vous trouvez au niveau de la bouche que vous touchez la bouche avec vos mains, vous trouvez qu'elle est cartonnée, qu'elle est sec, il n'y a aucune salive. Ça, c'est un signe de déshydratation aussi. Le choc cardiogénique, tout simplement, qu'est-ce qu'on trouve? C'est les antécédents qui m'orientent déjà. La douleur thoracique, elle m'oriente vers le syndrome coronarien. La douleur thoracique, elle n'existe pas dans le choc hypovolémique. Et les signes qui mèchent le cours, soit de l'insuffisance cardiaque droite, le turgescence de jugulaire, augmentation de reflux, hépatojugulaire, excès, dyspnée aiguë, etc. Ou là, une dyspnée aiguë avec des râles crépitants au niveau de choc, voire même orthopnée, parce qu'il y a l'OAP qui va s'installer. Derrière, c'est l'insuffisance cardiaque gauche. Donc, j'ai les signes de l'insuffisance cardiaque gauche associés avec une tension artérielle basse égale tout simplement un choc cardiogénique. Des prises de poids avec des œdèmes, ce n'est pas un bon signe parce que le vrai choc cardiogénique, il n'y a pas assez de temps pour avoir ce point-là. Les souffles valvulaires, ça vous oriente vers l'insuffisance mitrale, l'insuffisance aortique, en fonction de le foyer ausculté. Voilà, on a fini. On va voir est-ce qu'on a des questions. Alors, on va faire la... Avec l'hormone antidiurétique, il dit l'oligurée. Oui, on peut dire que c'est lui qui provoque ça. Oui, mais c'est pas le seul. C'est pas le seul. À partir du moment déjà où il y a une hypoperfusion rénale, par conséquence, il y aura une baisse de la diurèse. Donc, les reins, ils vont pas excréter beaucoup de d'eau. En plus, ils ont l'action de l'hormone antidiurétique. Je pense qu'on peut, s'il vous plaît, ça, je n'arrive pas à comprendre. Interrogatoire sans faire un bilan de lactate. Je n'ai pas compris. Mais même en arabe, en arabe, pas de problème. Mais là, je n'ai pas compris. Désolé. Je pense pas que... Je vous ai dit que si on n'a pas les valeurs antérieures, si vous trouvez une tension normale et même avec lactate, dans des zones avec lactate, s'il y a des signes d'hypoperfusion égale état de choc. C'est ça le message. Ça veut dire probablement ce malade-là, surtout le kbar, au-delà de 40 ans, c'est un hypertendu qui est mal connu, qui n'est pas traité et qui est en état de choc. J'attends pas qu'il ait 80 ou 70 de systolique, parce que c'est un état de choc qui est avancé. Traitement de choc cardiogénique, c'est une question, je ne sais pas. Comment je fais? Moi, je connais
le volume d'éjection, la contractilité, qu'est-ce qu'on fait? La bradycardie, c'est simple. Je donne des médicaments qui ont l'isuprel ou l'atropine qui augmentent la fréquence cardiaque. C'est simple. Voire même le cardiologue, il dit une sonde de stimulation externe pour stimuler le cœur. La contractilité, qu'est-ce qu'on fait? Il a un syndrome coronarien. À chaque fois, on va reperfuser les coronaires tôt par thrombolyse ou là par angiographie, ça veut dire instant, à chaque fois que je vais traiter cet état de choc. En attendant, je les aime dire, il y a un médicament excellent qui s'appelle la dobutamine, qui va faire quoi, dobutamine? Qui va augmenter l'énotropisme cardiaque. Au lieu le cœur تاعك malgré راه défaillant, il y a une petite réserve راهم مخبيها. Donc la dobutamine, qu'est-ce qu'elle fait? Il se contracte comme ça son dobutamine. Avec la dobutamine, il va se contracter mieux. Voilà. Et surtout, je dois faire une restriction hydrique. Parce que le maladie en OAP, la moindre des choses, je ne vais pas faire le remplissage. C'est le contraire, tu as le choc hypovolimique. C'est pour cela. Si je trompe le diagnostic, je risque d'être le sort tout simplement. Je ne sais pas ce que vous avez compris. Je n'ai pas compris la relation entre la PAD et les résistances vasculaires. La PAD, c'est elle qui reflète la pression artérielle diastolique tout simplement. Et donc, si les résistances, elles sont basses, la pression artérielle diastolique, elle sera basse. Est-ce que l'insuffisance cardiaque cause le choc cardiogénique? Bien sûr, c'est parmi l'insuffisance cardiaque. Je fais 6 syndromes. Il y en a واحد منهم اللي هو اسمه choc cardiogénique. كاين d'autres اللي ماشي choc cardiogénique mais c'est de l'insuffisance cardiaque. Le plan qui résume les types de choc. Je ne sais pas, je vais essayer de vous chercher. Pourquoi de lactate si la tension est normale? Lactate est élevé parce que ce malade-là est habitué à une perfusion tissulaire avec une tension artérielle élevée. Ça veut dire son corps est si habitué pour qu'il travaille à l'état normal avec une tension à 170. Ça veut dire qu'il y a la pression qui perfuse les organes. Ce n'est pas la PAS et ce n'est pas la PAD, c'est la PAM. À moins de faire une PAM élevée, 120. Et d'emblée, cette PAM, on doit la traiter avec un traitement antihypertenseur, régime semi-salé, mais elle va être traitée progressivement, avec des jours et des jours. Par contre, il a la PAM, du jour au lendemain, elle est baissée de 120 à 50, c'est une baisse qui est brutale, c'est pour cela qu'on aura une hypoperfusion tissulaire. Peut provoquer une IM fonctionnelle. Oui, exactement. Les pressions de remplissage, elle peut répercuter sur les valves et on peut avoir une insuffisance mitrale fonctionnelle. Le nom de vitamine. On n'a pas parlé de vitamine. Je n'ai pas compris le transport d'oxygène. La cinquième. Sténose mitrale cause une HTAP, une insuffisance cardiaque aiguë étroite, et donc peut causer une baisse de précharge et donc un état de choc. Oui, c'est à cause de ça. Parce que qui coin avec l'obstacle, donc tous les un côté fait beaucoup de volume, l'autre côté, il y a moins de volume. C'est pour cela qu'on aura un état de choc. Le taux de lactate est élevé dans tous les états de choc. On peut dire que oui. Mais qu'on a un choc compensé, avec les mécanismes compensateurs qu'on a, نقدر يكون début عندي des lactates soit normal, soit كما نقولوا احنا الجارجون تاعنا في البوردر لاين. Parce qu'il ne faut pas être carré. La limite c'est 2, parfois 1,9, 2,1, etc. يكون في البوردر لاين. Par contre, il y a qu'un choc avancé, quelle que soit la cause de l'état de choc, l'anaérobie égale lactate élevé. Pourquoi on parle de lactate
qu'est-ce qu'elle reflète? Lactate, c'est ça veut dire une hypoperfusion tissulaire, ça veut dire l'anaérobie, et ça veut dire le corps travaille en anaérobie, il va sécréter le lactate dans le sang. Dans quel cas on peut avoir une diminution de la DAV? La DAV, à partir de moment où on a la DAV, c'est une différence artério-veineuse en oxygène. Chaque fois une baisse de tension artérielle, la DA va être simplement diminuée. D'accord? Plutôt, va être élevée. Élevée. وقتاش تكون عندك diminué, c'est une question intelligente, c'est le choc septique. Pourquoi? Alors, je t'ai dit que le choc septique est compliqué parce que le choc septique, la cellule, elle est malade. On arrive à ramener l'oxygène là et donc elle fait pas l'extraction d'oxygène des vaisseaux. Et donc, l'oxygène, c'est pour cela, là, ça explique la mortalité qu'elle est élevée. C'est pour ça que la différence doit être diminuée en cas de choc septique. Diminution de tension artérielle égale hypoperfusion. On peut avoir une basse avec une volémie, bien sûr, le choc cardiogénique avec une volémie qui est normale. Donc, on n'a rien à dire. Dans le cas, 60% de cœur qui est mort, la volémie elle est normale. J'ai une tension artérielle qui sera basse. Ça, c'est le choc cardiogénique. Donc, le choc hypovolémique, qu'est-ce qu'on donne en premier lieu? Non. En premier lieu, non. On fait le remplissage. Si le remplissage est suffisant, permet de baisser le lactate et d'améliorer les tensions, et les signes de choc, ils ont disparu, je suis content, je suis assez efficace, ce n'est pas l'appel la noradrénaline. Si par contre, une prise en charge 1 heure, 2 heures, je n'arrive pas à atteindre mes objectifs, j'introduis ces molécules. C'est toujours une baisse non, pas une baisse cardiogénique, ce n'est pas une baisse de précharge, c'est une baisse de l'énotropisme. Oh là là. C'est une baisse de l'énotropisme, ça veut dire une baisse de la contractilité. D'accord? Je sais que ça demande même des TD, machin, pour comprendre. Là, je suis compliqué. Lorsque l'inspiration, on a une augmentation de retour veineux, on a une diminution, parce que la pression intrathoracique, elle est élevée. Vous pouvez résumer en général la différence entre les 4 chocs que l'on étudiait. Ça demande un livre, mais bon, on va essayer. On a une diminution, oui, c'est ça, diminution. Il y a une augmentation de la pression thoracique, super. Je voulais revenir au Mabad, allez, revenir la slide numéro 5. Allez, on va y aller. J'espère que vous avez compris les choses. Hein? Parce qu'il y a une augmentation. Ah, je suis content. Je suis content là. Alors, à expliquer ce slide. Le transport en oxygène, transport artériel en oxygène. Oui, on introduit l'oxygène. Pourquoi? Le choc cardiogénique, on introduit l'oxygène parce qu'on agit sur l'énotropisme, mais on essaye d'augmenter le contenu artériel en oxygène. Je suis en train d'aider l'oxygénation des tissus. Parce que le rôle, c'est quoi? Ce n'est pas d'avoir une tension normale. Non, mon rôle, c'est d'avoir une bonne perfusion avec un bon contenu en oxygène. D'accord? Parfait, je suis content. Le choc non cardiogénique sans l'hypovolémique septique et anaphylactique. Non, septique, septique, bled, l'hypovolémique bled, l'anaphylactique bled, ou choc non cardiogénique, ou choc cardiogénique bled, tout simplement. D'accord? Si on veut résumer les choses, et si il y a des moyens thérapeutiques qui tchèpent. Bref, transport artériel en oxygène est défini par le produit de contenu artériel en oxygène et du débit cardiaque. Le contenu TAC, le transport plutôt artériel en oxygène, dépend de tout simplement.
les camions, la vitesse تاعهم اللي راح تروح. Le produit, c'est quoi? C'est l'oxygène, le contenu artériel en oxygène. Le débit cardiaque, c'est combien j'ai de camions et la vitesse تاعهم. Chaque fois, j'ai un petit camion et la vitesse est élevée, l'oxygène dépend de quoi? 1,34, c'est une constante. Ensuite, on a déjà le choc hémorragique. L'hémoglobine, c'est important. À chaque fois que j'ai une hémoglobine, à chaque fois que l'oxygène qui, lorsqu'il va rentrer, il va trouver là où se fixer. Et alors, je suis audi ou tout simplement. Et donc, le choc hémorragique, j'ai une baisse de quoi? J'ai une baisse de l'hémoglobine, tout simplement. En parallèle, le contenu artériel en oxygène dépend de la saturation en oxygène. Ça veut dire, j'ai une hémoglobine, 10. La saturation peut être basse par un problème respiratoire ou par un problème d'achor. Qu'est-ce que je fais, Anaya? Je donne de l'oxygène et donc l'hémoglobine est captée. Parfois n'est pas saturé et on capte les autres. Qu'est-ce que je fais moi? J'apporte l'oxygène et donc il va capter 4. Qui est la cellule? Il y a les molécules d'oxygène. D'accord? Je ne sais pas ce que c'est clair ou non. Oui, c'est non cardiogénique, mais chaque choc, c'est à part. Je ne sais pas ce que j'ai compris. J'ai compris. Une hypovolémie peut provoquer un choc cardiogénique. Non, on n'a pas dit ça. Oh là là, voilà. Il ne faut pas comprendre que choc cardiogénique, c'est un problème central, c'est au niveau du cœur. C'est une baisse de l'énotropisme ou là une baisse de fréquence cardiaque. C'est à part. Et voilà. Dans un état d'urgence, comment on différencie entre 4 états de choc? On pense aux les mêmes symptômes. C'est l'interrogatoire. Un malade qui a déjà une infection auparavant, qui fait un état de choc, c'est un sceptique jusqu'à preuve de contraire. Un malade qui n'a pas bu, un sujet âgé qui est déshydraté, qui présente des signes de déshydratation, on trouve l'hémoglobine qui bat, on interroge, etc. On trouve qu'il n'a pas bu assez d'eau, par exemple l'été. C'est un choc hypovolémique par perte, ou qu'il y a des diarrhées, ou qu'il y a des vomissements, ben le diagnostic. Un accidenté qui fait un état de choc à 80%, 80 chez 100%, c'est un choc hémorragique. L'anaphylactique, avec l'allergène, il y a une notion de piqûre ou la notion de prise d'allergène. Et aussi, ce qui est important, c'est que c'est un choc qui est chaud et on trouve qu'il y a des manifestations cutanées se font de rougeur. D'accord? On passe ensuite à une oxygénation. Exact. L'oxygénation agit sur cette différence artério-veineuse. Je me dis pourquoi la tension artérielle diminue et la TRECA. Pourquoi la tension artérielle diminue et la DAV augmente? Et dans quel cas? Il a fait l'état de choc depuis tout à l'heure, on est en train de dire ça. La tension artérielle descend en cas d'hypovolémie parce que le cœur n'a pas reçu de précharge et donc injecté assez tout simplement. D'accord? La DAV, elle augmente à l'âge parce que tellement le flux qui arrive au niveau de est bas, la cellule, elle va compter plus d'oxygène. C'est pour ça qu'on aura une différence entre l'artère et la veine. D'accord? L'hypocalcémie, le calcium, c'est un médicament qui est important pour la contractilité myocardique. Je vais compliquer le cours parce que l'hypocalcémie, si j'aurais une hypocalcémie sévère, j'aurais un état de choc cardiogénique parce que le cœur a besoin de sa contractilité, d'être la physiologie musculaire, etc. Le calcium est important en contractilité musculaire. J'ai une hypocalcémie sévère, la contractilité elle va être basse. Déjà, donc,
les myocardites, les toxiques qui ont un effet sur le cœur, ils vont passer par le calcium. Ils vont perturber le métabolisme calcique. Seulement, je vais essayer de vous répondre. Il n'y a pas de problème. On utilise la troponine dans la bradycardie ou maintenant en cas de bradycardie dominante l'atropine en cas de BAV et elle est utilisée en cas de bradycardie subissable. Voilà, voilà. Attendez, on va prendre 30 secondes pour répondre à la question. Alors, je crois que tu as la question de remplissage. Question d'auteur, je n'ai pas compris. Hypertension. Alors, j'ai un problème au niveau de une tension artérielle élevée. C'est la post-charge. Charge, c'est l'après-charge. En cas de tension artérielle élevée, qu'est-ce que j'aurai? Augmentation de la tension, augmentation. Qu'est-ce qu'il y aura? Le cœur il va éjecter contre cette résistance. Donc, il est adapté à un point où il n'y a rien. Il n'arrive pas à contrecarrer cette pression. Qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura la précharge toujours qui va arriver, qui va trouver un cœur qui n'arrive pas à éjecter. Donc, lorsque le cœur il va se remplir contre un volume, contre une pression. C'est pour cela qu'on aura une augmentation de pression de remplissage. Je ne sais pas ce que c'est clair ou non. Voilà, donc on a dépassé vraiment, on a pris 2 heures. Hein. Mais avec plaisir, hein, vous avez mon mail. Et si vous avez des questions concernant mes 2 cours, c'est avec plaisir. Vous posez vos questions et j'essaierai de vous répondre le plus tôt possible. Et merci pour toute la participation qui était très active. Le mail là, fait début, hein. Elle fait début de cours. D'accord? Normalement, Kane, c'est ça, mais je sais pas, fait. Ah oui, mon mail. C'est là où c'est écrit mon nom, etc. Donc, marhaba, c'est avec plaisir. Et bon courage et bonne continuité. Au Rabbi Oufrakoum, Inch'Allah. Salam. Au revoir.